Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet que je me suis retenue d'aborder jusqu'à présent. Enfin, je m'en suis pas retenue, mais disons, je me suis peu exprimée sur la question parce que c'est un sujet que je maîtrise mal. Et hélas, la plupart des gens qui s'intéressent de près à ce sujet, eux aussi le maîtrisent assez mal. C'est-à-dire qu'ils pensent le maîtriser, mais ce n'est pas le cas. Parce que il y a de nombreuses données juridiques. Et à part un juriste, un vrai juriste, celui qui a étudié, qui connaît vraiment, qui a la formation, eh bien, nous, les humains naturels, mais dépourvus de ces connaissances-là, qui sont, pour la plupart d'entre nous, extrêmement rébarbatives, eh bien, nous n'avons pas les compétences. Donc, ça conduit au fait que nous nous exprimons sur des choses que nous ne connaissons pas, ce qui est extrêmement regrettable. Alors, je voudrais aborder la question de la fraude du non légal. Ça va être un peu compliqué d'introduire le sujet pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Alors, c'est peut-être pas compliqué, mais en un mot commençant, il n'y a pas de lien naturel entre la personne humaine que je suis, l'être humain que je suis, et mon identité juridique, à savoir mon nom, mon prénom et tout ce qui se rattache à ceci, parce qu'il s'y rattache des choses importantes, pas uniquement que je suis moi. Je n'ai pas besoin d'un prénom et d'un nom de famille reconnu et de papier d'identité pour être moi, être de chair et de sang et d'âme. C'est ce qu'on oublie assez souvent quand même dans la fraude du nom, on dit ça, être de chair et de sang. Nous sommes évidemment bien plus que ça. Mais d'un point de vue, encore une fois, juridique et matérialiste, nous sommes des êtres de chair et de sang et non pas des personnalités juridiques. La personnalité juridique est une personnalité commerciale. Alors ça, je ne peux pas vous le prouver et c'est une affirmation que j'essaye de comprendre moi-même parce que elle est rarement étayée par des documents qui me semblent probants. Je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je dis que les informations sur le sujet sont pénibles à avoir, quoi. Je voudrais bien que quelqu'un qui a les compétences nous expose le sujet de façon extrêmement claire et non soumise à doute, à questionnement. Quoi qu'il en soit, il apparaîtrait que cette personnalité juridique, légale, qui est, on peut dire, symbolisée par notre entité non-prénom, soit une personnalité juridique, c'est une chose, mais commerciale, c'est-à-dire une entreprise commerciale. À l'instar de tout ce qui porte un nom reconnu au niveau juridique, il s'agit d'entités commerciales. Donc Judith Genot, et non pas Prune, puisque Prune est mon nom d'usage et mon nom de scène, je le rappelle, c'est pas un pseudo, mais ce n'est pas mon nom légal, en tout cas pas encore. Oui, je peux le faire apparaître sur ma carte d'identité, mais c'est pas moi qui choisis, je vais le demander, bien sûr, mais bon, comme ça fait une dizaine d'années qu'on m'appelle Prune et que c'est mon prénom d'usage, je peux le faire valoir. Justement, j'aime bien Prune parce que c'est pas mon nom de fraude du nom légal, c'est mon nom d'usage, mon prénom d'usage. Les gens qui me connaissent sous le nom de Prune, ceux qui me rencontrent maintenant. Ceux que j'ai connus dans ma vie d'avant ou qui font le lien m'appellent Judith ou Judith Prune ou Prune, ou c'est variable, on va dire, c'est variable. Quant à ma famille, je n'en ai plus, donc ça règle la question. En tout cas, l'être humain que je nomme moi-même Prune et qui est connu de nos services, connu sous le nom de Judith Genot avec une petite ribambelle de prénoms aussi à la clé. Ce personnage-là n'a pas besoin d'une existence légale pour soi-même. Tu n'as pas besoin d'une existence légale pour exister. Ce n'est pas toi qui as besoin d'une existence légale, juridique et par le fait commercial, c'est l'État. L'État est lui-même, ou serait, puisque je peux pas avancer à ce point ce que je dis, mais serait, outre une entité légale, ce qu'on ne nie pas, une entité juridique, mais aussi commerciale, avec un numéro d'immatriculation. Donc les États et leurs citoyen, c'est pas un être vivant, c'est une fonction. Les États et leurs citoyens sont des entreprises commerciales. Quelle est l'implication de tout ceci? Des relations d'argent entre ces deux entités, l'État, ses représentants, ses instances, et les êtres vivants, assujettis à une fonction obligatoire.
une fonction obligatoire liée à l'argent. Et ça ne s'arrête pas là. Il apparaîtrait que pour chaque être humain qui naît et qui est enregistré, c'est-à-dire immatriculé, c'est-à-dire déclaré, il y aurait une valeur contrepartie, une contrepartie matérielle, financière, une valeur assignée. Cette valeur n'est pas un crédit, c'est une dette. Quand tu es né, on t'a assigné une valeur qui est une dette. C'est un peu difficile à comprendre comme ça de prime abord sans pouvoir étayer correctement, d'autant qu'il nous est un peu difficile de prime abord de comprendre que l'argent en soi est une dette, mais nous sommes dans un système d'argent, un système mafieux, satanique, proprement satanique, qui assigne aux êtres vivants une valeur, mais une valeur négative. C'est-à-dire que quand tu nais et que tu es déclaré, tu es un esclave par dette, à vie. Et la dette s'accroît. Qui a besoin de cela? Qui fait un pacte d'argent avec les êtres vivants? Qui fait un pacte d'argent à la naissance d'un être vivant? Qui a besoin de nommer? Les parents ont besoin d'un prénom pour nommer leur enfant, mais avons-nous besoin d'un nom de famille? On nous dit que les noms de famille sont apparus comme ça pour un côté pratique, ou de toute façon ils sont apparus. On nommait machin. Comme Jean de Florette, vous vous souvenez de ce livre de Marcel Pagnol? Oui, je fais référence au livre et pas au film, mais parce que les films sont dérivés des livres, hein, historiquement. Oui, ça c'est vérifiable, c'est à l'échelle de notre vie. Hein. Jean de Florette. Alors de Florette, c'est son nom attribué, son nom de famille, pas son nom de fraude légale, mais le nom, donc son prénom c'est Jean, et sa mère c'était Florette. Donc comme il y a beaucoup de Jean dans la région, c'est pas Jean de Pierre-André, Jean de Marguerite, c'est Jean de Florette, le fils de Florette. Ça c'est expliqué au cours du livre. C'est le Papet qui raconte ça, je crois. Jean de Florette. Bien sûr, il y a les Dupont, il y a les Moulins, il y a les Meuniers, il y a les forgerons. Alors les forgerons, ça s'appelle des Fèvres. Le Fèvre, c'est le forgeron. Bon voilà. Donc les noms de métiers sont des noms de famille descriptifs. D'accord. On nous dit que c'est apparu comme ça et qu'après ça a été entériné, on peut dire, et que voilà, ça a fait système. Vous savez que l'enregistrement, la déclaration d'un enfant à la naissance est obligatoire. Je ne sais pas quelle est la peine encourue pour non-déclaration, mais c'est quelque chose de pas piquer des vers. Alors les gens qui nous volent, nous spolient, nous empoisonnent de toutes les manières possibles s'en tirent généralement fort bien, mais le bas de pyramide qui ne déclare pas son enfant ou qui travaille au noir, lui, payera très très lourdement. Celui qui vole de l'argent à la banque, hein, qui fait un casse, même sans aucune violence, sans même pas un hold-up, encourt 25 ans de prison. 25 ans. 25 ans. Et croyez-moi, ils les font. Il y a vraiment 2 poids, 2 mesures, mais cette attribution, cette obligation du nom, la fraude du nom légal, ce n'est pas juste le nom. C'est une obligation d'endosser une entité juridique qui n'implique quasiment que des devoirs. Alors, ce qu'il nous faut absolument considérer, c'est qu'il s'agit d'un contrat. Il s'agit d'un contrat entre l'être vivant et l'État pour que l'être vivant accepte de représenter une personnalité juridique qui est créée de toutes pièces. Comme une personnalité légale, comme une personnalité juridique d'une association ou d'une entreprise. En fait, il s'agit d'une entreprise. Rémy Dupont, c'est une entreprise. Rémy est le prénom d'une personne humaine, d'un être humain. Il paraît qu'il ne faut pas dire personne, mais persona c'est le masque. Donc bon, il y a quand même, à partir du moment où on a un prénom, on a une persona. Bref, Rémy Dupont est une entité juridique légale commerciale qui a une dette envers l'État, une dette à vie, une dette de naissance. Notre droit légitime de naissance, notre droit de vivre, notre droit légitime d'être humain est spolié à la naissance par ce contrat. Ce contrat, il a été signé à ta naissance. Bien sûr, pas par toi, puisque tu étais à peine né. Tu ne pouvais pas signer un contrat, encore moins le comprendre. Et c'est là qu'est l'entourloupe et la fraude.
Ce contrat n'a pas été signé par toi, mais par des représentants. Des représentants, encore une fois, que tu n'as pas pu désigner, que tu n'as pas pu approuver. Qui signe pour toi? Ton père, en général. Tes parents. Qui signe pour l'État? Le représentant légal, c'est-à-dire l'employé de mairie. Qui sont ces gens? Qui sont-ils pour toi? Qui sont-ils pour l'être vivant spirituel que tu incarnes en naissant au monde? Il y a de quoi se demander. En tout cas, on t'a fait signer un contrat commercial, qui reconnaît, où tu reconnais plus exactement implicitement que tu as une dette envers l'État, de par ta naissance. Tu acceptes d'endosser cette personnalité commerciale, juridique, légale, qui n'implique quasiment que des devoirs. Tu acceptes, mais en toute inconscience. Tu n'es bien sûr pas capable de signer ce contrat, donc quelqu'un d'autre va le signer pour toi. C'est ce qui s'appelle un dol, une fraude, un abus, un contrat léonin obtenu par dol, un contrat nul et non avenu, mais ça ne s'arrête pas là. Ce contrat a une particularité, il est signé en un seul exemplaire original. Quand tu signes un contrat, qu'il soit commercial, professionnel, quelque contrat que ce soit, tu le signes de toi-même. À défaut, un représentant que tu as mandaté toi-même, pas que l'on t'a commis d'office. Qui plus est, on ne te commet pas d'office un représentant pour un contrat que tu n'as aucune conscience de signer, n'est-ce pas? Mais dans le cas d'un contrat de bail, mettons d'un contrat professionnel, d'une embauche, tu vas signer toi-même avec la personne avec qui tu es en contrat, ou à défaut son représentant. Combien d'exemplaires contient ce contrat? 2. 2 exemplaires originaux sur lesquels tu vas apposer ta signature. Et ton nom légal, bien sûr, au passage. L'autre va faire de même. L'autre, si c'est un être humain, ou si c'est une entreprise commerciale, une entité juridique, comme une SCI pour ton propriétaire, ou l'entreprise pour laquelle tu travailles, ou le représentant de l'État si tu es fonctionnaire. Un contrat comprend 2 originaux. Tu vas emporter avec toi ton contrat que tu as signé et que l'autre a signé. L'autre partie aura également un original avec les 2 signatures. C'est la base. Ces contrats sont rigoureusement identiques. Ils ont été signés ensemble et vérifiés par les 2 contractants. Qu'en est-il pour notre contrat de naissance, notre acte de naissance? Oh, mais vous pouvez obtenir une copie conforme. Moi, je t'emmerde avec ta copie conforme. Je veux l'original. Essaye de demander l'original de ton contrat de naissance, de ton acte de naissance, de ta déclaration. Essaye. Alors voilà un contrat qui a été obtenu d'une bien étrange façon et qui comporte un bien curieux vice de procédure. Curieusement, personne ne s'intéresse à ça, parce que personne n'en mesure les implications. Exactement comme l'histoire de la trogneuse. Oui, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche que ce soit un homme? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Mais tout. Le mensonge, la dissimulation, et le fait que c'est l'arbre qui cache la forêt pour quelque chose de bien plus immense qu'une simple histoire de changement de sexe dans les années 70-80. Mais bien sûr, quand on ne se penche pas sur les dossiers, on ne peut pas comprendre jusqu'où ça va. L'inversion systématique de genre des élites est quelque chose que bien peu de gens ordinaires sont prêts à considérer, parce que leur monde s'écroulerait. Et notre monde s'écroulerait certainement si nous pouvions mesurer à quel point nous avons été dupés. Non, nous n'avons pas été dupés, nous le sommes, à chaque instant de notre vie, par ce faux contrat frauduleux du non légal. La forme de la Terre est-elle plate, est-elle ronde? Bien sûr qu'elle est ronde, c'est obligé de le croire. Celui qui remettrait ça en question se verrait taxé de folie, de stupidité congénitale. Pourtant, il nous suffit de regarder d'un peu plus près pour savoir que aucune des photos qui nous sont présentées comme réelles ne sont des photos véridiques. Alors, mais pourquoi? Pourquoi? D'autant plus le calcul par les ingénieurs de la rotondité qui n'est pas pris en compte, pas plus que par les pilotes. Voilà des faits bien curieux qui nous permettent de mettre en question la forme de la Terre telle qu'elle nous est présentée comme une vérité absolue.
Mais qu'est-ce que ça peut faire qu'elle soit plate ou qu'elle soit ronde? Moi, j'ai pas de quoi boucler les fins de mois, c'est bien de séduire comme ça, qu'est-ce que je m'en fous? Qu'est-ce que ça change? Mais tout. Le mensonge, la manipulation. Mais de qui? Par qui? Pourquoi? Ça t'intéresse pas? C'est assez vertigineux, vous ne trouvez pas? Et la fraude de tout ce qui touche à ce qu'on nous injecte dans le sang d'une façon ou d'une autre. Non, pas le dernier en date, tous. Personne ne s'y intéresse. Parce que tout le monde, enfin, en tout cas presque tout le monde, en bon parent, fait vacciner ses enfants, ses parents se vaccinent soi-même, parce que c'est bien. Mais pourquoi ne pas nous demander ce que contiennent ces choses que nous sommes fortement encouragés à nous injecter dans tous les sens et de nombreuses fois? Pourquoi ne pas nous pencher très sérieusement sur la question de ce que nous sommes encouragés à faire de notre corps? Les implications, encore une fois, sont énormes. Et quand on tire le fil, on remonte toujours à l'origine d'un mensonge qui est lui-même un scandale immense. C'est pour ça que je dis que possiblement, chaque mensonge, chaque fraude, chaque mensonge est le mensonge qui contient tous les autres. Nous arrivons toujours à un point où notre sensibilité, notre intelligence bute. Mais pourquoi? Dans quel but? Comment ça se fait? Et pourquoi notre esprit implose devant les implications énormes? Donc nous faisons machine arrière. Pour la fraude du nom, nul n'est besoin de faire machine arrière, personne n'en entend parler, personne ne s'y intéresse. Et c'est d'autant plus regrettable que c'est quelque chose qui nous touche absolument tous, que nous ayons des enfants ou pas, jeunes ou vieux, hein, comme dans l'Apocalypse, et la bête fit en sorte que chacun a reçu une marque sur le front, sur la main, jeune ou vieux, ceci, cela. Là, nous sommes tous concernés, tous, parce que plus personne n'échappe à cela, et que les tribus, hein, comme on dit les tribus de personnes des origines, qui vivaient comme aux origines, c'est-à-dire pas forcément dans des temps très reculés, mais comme des êtres humains des origines, originaux, aborigènes, c'est ça que ça veut dire, ont quasiment disparu. Ils ont été éradiqués. Ceux qui ne l'ont pas été sont recensés, donc immatriculés, donc assujettis plus ou moins à la fraude du nom légal. Ce qui est extrêmement regrettable, c'est que en me mettant en contact avec des personnes qui sont les spécialistes du sujet, je me rends compte que ce ne sont pas des spécialistes au niveau juridique, mais des spécialistes de l'activisme. Je leur rends absolument hommage et je ne cherche pas ici à les flétrir ou à amoindrir leur action, mais ça ne suffit pas. Par ma formation, j'allais dire universitaire, de milieu universitaire, je sais que les affirmations ne comptent pas si elles ne sont pas solidement référencées. Et en l'occurrence, référencées par des textes. Des textes avec des codes, des cotes et des références. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est le monde du droit, c'est le monde légal, le monde de la fraude légale. On peut bien sûr tout simplement affirmer que l'on est un être vivant et que l'on fait totalement sécession une fois pour toutes avec tout ça. Bien sûr. C'est même le but ultime, ou le but premier. Cependant, si l'on veut récupérer ses droits, c'est-à-dire son argent, parce que le racket de l'État est constant, et enfant, je ne l'ai jamais vu comme ça, adolescente ou adulte non plus, parce que j'ai été formatée à croire que l'État est une chose nécessaire, indispensable, et que nous ne pourrions pas exister sans. Mais c'est faux. Le racket de l'État est dans tous les domaines de notre vie, tous, absolument tous. Quoi que tu achètes, tu payes de la taxe sur la valeur ajoutée. Cet argent sort de ta poche et entre dans les caisses de l'État, quoi que tu fasses. L'argent que tu gagnes est taxé plusieurs fois. Et quand tu le dépenses, il est encore taxé. Ce n'est jamais ton argent. Jamais. Et si tu veux te passer d'argent, te débrouiller autrement, on t'expliquera que tu n'en as pas le droit. Tu n'es qu'une espèce de putain de l'État. L'État est un proxénète, mais il ne faut pas le dire. Savez-vous à ce propos que les prostituées, indépendantes, vous savez, libérales, les prostituées qui sont à leur compte, on va dire, pour les rares qui ne sont pas soumises à des souteneurs, des proxénètes, qui ne sont pas des esclaves purs et durs, les prostituées n'ont pas le droit de faire apparaître sur leur déclaration d'impôt prostituée.
parce que le proxénétisme est interdit et que comme l'État taxe le travail, l'État serait considéré comme proxénète. Donc les prostituées qui remplissent une déclaration d'impôt en tant que prostituées ne peuvent pas s'intituler prostituées et utilisent des termes comme coiffeuse, esthéticienne, thérapeute. Mais on n'a pas le droit, bien sûr. Et là, ce serait quand même une chose à faire pour ces dames. Je sais pas s'il y en a qui m'écoutent, qui font ce métier-là et le déclarent, mais ce serait bien que ces dames tiennent bon et écrivent prostituées et mènent la procédure jusqu'au bout, bien qu'on leur explique qu'elles n'ont pas le droit de le faire, parce que sinon l'État serait proxénète, et elles récupéreraient l'intégralité de leurs gains si durement et tristement acquis. Mais nous devrions tous faire pareil. Nous ne sommes pas les putains de l'État, si nous putassons autant que l'argent nous en revienne. Vous croyez pas? La deuxième réflexion que cela m'amène, et vous allez voir, c'est pas piquer des vers. On nous donne un nom à la naissance. On doit nous donner un prénom à la naissance. Le nom de famille est implicite, c'est celui du père, si notre père nous reconnaît, bien sûr, ou si notre père adoptif nous reconnaît. Nous avons un nom. On nous donne un prénom, c'est obligatoire. On ne peut pas dire oh non mais j'attendrai, je sais pas encore choisi si je vais l'appeler Arthur ou Noé. Ouais, je sais pas encore, il faut que je vois, que je me le mette en bouche, que je me laisse inspirer par le bébé. S'il préfère être appelé Noé ou Arthur ou peut-être encore autre chose. Dylan. Non, ça c'est pas possible. Il faut donner un prénom à la naissance et il y a certains d'entre nous qui ont reçu des prénoms provisoires, enfin des prénoms qui étaient, fallait bien dire quelque chose, donc c'était le prénom de la grand-mère, le prénom du père, le prénom de la mère ou le prénom de l'employé de mairie, hein. Mais c'est arrivé. Ça c'est tragique dans le sens où la vibration du nom va nous accompagner toute notre vie. Les formes pensées autour des choses vont nous accompagner toute notre vie. Et au-delà? Qui a dit au-delà? Donc cette entité juridique légale commerciale nous est imposée. Vous me suivez? Elle nous est imposée. On ne nous demande pas notre avis et on ne demande même pas leur avis à nos parents. Pas tout à fait, hein. Pas pour ça en tout cas. Alors que ça ne va pas de soi. Il y avait des groupes humains où on attendait un peu avant de nommer un enfant. Un petit peu. Pour savoir. Pour sentir la température, on pourrait dire. Et là, je vois l'inversion à l'œuvre. Il ne va pas de soi de nommer un enfant, et il ne va pas de soi de l'enrôler de force dans une entreprise commerciale avec une dette à coller, sans même l'en avoir averti. C'est pas très élégant, c'est pas correct, et c'est même pas légal. Mais la légalité, on s'en fout, bien sûr. Parce que ce que j'ai pas dit non plus, c'est que à l'âge de raison, 7 ans, on n'explique pas ça à l'enfant, les parents ne le savent même pas. À l'âge de la majorité, 18 ans, est-ce qu'on explique à l'être humain qu'il a rempli un contrat provisoire qu'il conviendrait de signer définitivement? Non, parce que c'est pas le cas. Ce contrat n'a rien de provisoire. Il est signé définitivement, mais pas par l'intéressé. Ça, c'est la fraude. Donc, cette personnalité juridique, cette entité juridique est une obligation. Elle est purement et simplement imposée à l'être humain. Mais reprenons notre idée, je parlais d'inversion. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être. C'est imposé. Et maintenant, vous avez entendu cette expression, le sexe assigné à la naissance. Oui, on t'a assigné un sexe. Tu es né sans sexe et on t'en a asséné, oui, on t'a assigné un sexe. Tiens, voilà une bite. Ah oui, il y a les couilles qui vont avec. Oui. Toi, ce sera une chatte. Oui, toi, ce sera une chatte. Comme ta sœur. Comme ta mère. Ouais. Non, mais bien sûr, c'est pas ça. On lui regarde entre les pattes. Oh, la jolie petite fille. Ah merde, je voulais un gars. Oh, le beau petit garçon. Ça va faire plaisir à son papa, ça. À sa maman, à sa mémé. Ça va toujours faire plaisir à quelqu'un ou déplaire à quelqu'un, de toute façon. Mais l'être humain qui s'incarne, on lui a demandé si ça lui faisait plaisir. De toute façon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ah, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mais si maintenant on a le choix, on peut se faire couper la bite et se faire fabriquer un faux vagin, c'est-à-dire, bon,
Les lèvres, oui, font des trucs assez... La chirurgie de reconstruction, enfin, des bidouilles des trucs, mais on y croit vraiment. Ah bah c'est très réaliste, il suffit de regarder des pornos. Ah bah dans les pornos, la plupart sont pas des vraies femmes. Hein. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de regarder des pornos qui spécifient shemale ou trans. Non, shemale, c'est avec la... Donc, ce petit aparté, un sexe assigné à la naissance. Alors, si tu es née fille, on t'a assigné le sexe féminin. Dingue. C'est pas la biologie, hein, ça n'a rien à voir avec la biologie, mais rien. Rien. Si t'es né dans un corps de fille, ça ne prouve rien. Pareil si t'es né dans un corps de garçon. Donc non, il n'y a pas de continuum, il y a des exceptions. Il y a des aberrations dans la nature, il y en a constamment, il y en a plus chez les plantes que chez les êtres supérieurs, les vertébrés, les mammifères et les humains, beaucoup plus. Je vais pas m'étendre là, mais je voudrais faire un parallèle inversé, si vous me permettez cette expression. Donc on t'assigne un sexe à la naissance, mais le nom, prénom, entité juridique, légale, commerciale avec une dette à la clé, ça c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Ça, c'est pas dénonçable. C'est jamais dénoncé. Et il est prévu que tu n'aies pas gain de cause. Mais si tu veux te faire couper la bite ou recoudre la chatte, tu peux y aller. C'est remboursé. Open bar. Il n'y a pas quelque chose qui tourne par rond, là? La biologie, c'est dépassé. Ta souveraineté d'être vivant, c'est enterré. Mais depuis si longtemps que personne n'en a jamais entendu parler, et pire, personne ne s'y intéresse. Tu vois comme ton regard est redirigé, ce qui t'a été assigné à la naissance. Ce n'est pas un sexe. On t'a rien assigné. Ta biologie, c'est ta biologie. Ta biologie, c'est la contrepartie des schémas énergétiques qui ont présidé à la constitution de ton corps physique. Je parle même pas de la spiritualité de l'être spirituel qui s'incarne dans la matière, hein, je vais même pas jusque là. On t'a assigné une identité fictive qui fait de toi un esclave à vie. Et ça, t'es prié de fermer ta gueule sur la question. Merci. Mais ta biologie, elle peut être niée de toutes les façons possibles et on t'encourage à le faire. C'est pas parce que tu es né dans un corps masculin ou féminin que c'est une réalité. C'est ça qu'on te dit. Alors qui c'est qui décide? Qui c'est qui décide pour nous? Qui c'est qui nous embrigade le corps et l'esprit comme ça? Et pourquoi? Esclave par dette? Esclave mental? Esclave sexuel?